Chers étudiants, bonjour et bienvenue au cours consacré à la littérature de la langue française destiné aux étudiants de deuxième année. Nous sommes au semestre 3 et nous abordons la littérature du XVIIe siècle. Il s'agira d'étudier les deux mouvements principaux que sont le baroque et le classicisme. Dans cette vidéo, nous allons commencer par le mouvement baroque et ses caractéristiques. Il s'agira d'étudier le contexte historique, puis les caractéristiques du mouvement baroque ainsi que ses auteurs principaux. Nous terminerons par l'étude d'un poème baroque et de son analyse. Cette séquence pédagogique a pour objectif de situer le mouvement dans son contexte, d'identifier ses particularités majeures et enfin de savoir analyser un texte en repérant les procédés d'écriture propres au mouvement baroque. Le XVIIe siècle est marqué par l'avènement de Louis XIV avec son absolutisme et sa centralisation. C'est ce que l'histoire retient. Mais la fin du XVIe siècle va apporter cette richesse marquée par le mouvement baroque. C'est bien sûr les guerres de religion qui vont donner naissance à cette instabilité qui caractérise le mouvement baroque, la guerre entre les catholiques et les protestants. Le XVIIe siècle, c'est ainsi le roi soleil, l'ordre, mais aussi le vertige du mouvement et de l'illusion. Ces deux forces qui coexistent que sont le classicisme et son opposé flamboyant, le baroque. Ce dernier est imprévisible. Il brise les codes, il mélange les styles et célèbre l'imaginaire et l'instabilité du monde. Tout commence par ce terme un peu étrange, barroco, qui vient du portugais, qui désignait une perle irrégulière. Le baroque est ce qui déborde, ce qui fait vaciller les certitudes. Peu après la Renaissance, il a traversé l'art européen, que ce soit en œuvre architecturale. Nous avons ici à droite une œuvre qui reflète justement cette exubérance, ces contrastes, cette illusion. En architecture, regardez les couleurs, ce qui était nouveau pour l'époque. Nous avons l'art pictural avec une représentation toujours à droite du plafond de la chapelle Sixtine, dont vous avez certainement entendu parler, qui est l'œuvre de Michel-Ange. Sinon, dans le monde de la musique, vous avez certainement entendu parler de l'œuvre de Bach et elle est assez représentative. Sinon, en littérature, c'est un style qui mêle ornementation et virtuosité. Nous allons revenir à ça dans un petit instant. Voilà donc pour les caractéristiques du baroque. Nous avons le refus des règles. C'est important parce que le classicisme va s'y opposer catégoriquement. Nous avons le mélange des genres. Par exemple, ça donnera naissance à la tragicomédie dans le théâtre qui mêle tragédie et comédie. Sinon, il y a une imagination libre et libérée, comme nous venons de le voir dans leur créativité, dans leur création, dans la peinture et principalement en littérature pour ce qui nous concerne. Il y a un lyrisme et une exubérance dans les expressions. Ça va du trivial au précieux et il y a un jeu de miroir, un jeu d'illusion important. C'est donc un travail très très riche en métaphores et en images. Les auteurs principaux sont Théophile de Viau avec les amours tragiques de Pyrame et Thisbé. C'est une reprise d'un mythe antique, une tragédie qui raconte l'amour contrarié de deux jeunes gens séparés par leur famille qui se donnent la mort par malentendu. Nous y retrouvons le goût du pathétique, les images violentes et la passion destructrice qui en font une œuvre typiquement baroque. Nous pouvons citer aussi Agrippa d'Aubigny avec les tragiques, euh, lui-même qui a marqué la fin du XVIe siècle. C'est un long poème qui dénonce les horreurs justement des guerres de religion et les injustices du pouvoir au nom de la foi protestante. C'est un style violent, abondant de métaphores, de visions apocalyptiques et il y a un mélange de satire et de lyrisme qui exprime la vision tourmentée du monde propre au baroque.
Dans un autre style, nous avons l'Astrée d'Honoré d'Urfé, qui est un roman fleuve pastoral où les bergers amoureux débattent d'amour et de fidélité dans une Gaule idéalisée. Le récit foisonnant, les multiples intrigues, l'idéalisation et la confusion entre réalité et fiction, traduisant encore une fois l'esthétique baroque. Je citerai rapidement Paul Scarron avec le roman comique, Cyrano de Bergerac aussi, qui est connu pour ce style. Sinon, juste pour marquer un autre genre qui est le théâtre, nous pouvons citer l'illusion comique de Corneille, où un père cherche son fils et découvre sa vie à travers une pièce de théâtre dans le théâtre. Il a inventé un peu, c'est l'ancêtre de la mise en abîme que nous retrouvons en littérature. C'est un jeu de miroir, d'illusion scénique, et il y a une confusion entre réel et fiction, ce qui incarne parfaitement la complexité baroque. Nous pouvons citer enfin François de Malherbe et Saint-Amand qui ont surtout écrit des œuvres poétiques. Voilà, tous ces auteurs ont en commun la provocation et le fait qu'ils aient fait partie des cercles libertins pour la plupart. Leur but était tout simplement d'exprimer la complexité du monde avec des images emphatiques. Ensemble, donc, nous allons lire ce texte de Théophile de Viau et nous allons l'analyser ensemble. Un corbeau devant moi croasse, une ombre offusque mes regards, deux belettes et deux renards traversent l'endroit où je passe. Les pieds faillent à mon cheval, mon laquais tombe du haut mal, j'entends craqueter le tonnerre, un esprit se présente à moi, joie charron qui m'appelle à soi, je vois le centre de la terre. Ce ruisseau remonte en soi source, un bœuf gravit sur un clocher, le sang coule de ce rocher, un aspic s'accouple d'une ours, sur le haut d'une vieille tour, un serpent déchire un vautour. Le feu brûle dedans la glace, le soleil est devenu noir, je vois la lune qui va choir, cet arbre est sorti de sa place. Dans ce poème, nous retrouvons trois parties ou bien trois catégories que nous devons mettre en avant. D'abord, le champ lexical de l'amour. Nous y retrouvons le mot ambre qui fait référence peut-être à un fantôme, à un spectre, esprit qui reflète l'au-delà. Le mot charan nous ramène au batelier des enfers dans les mythes grecs et l'expression le centre de la terre qui désigne tout simplement les enfers. Ensuite, l'autre thématique, c'est le règne animal. Serpent, aspic, cheval, ours ou bien deux belettes et deux renards. Nous y retrouvons donc une connotation du malheur et de la mort à travers ces animaux qui reflètent un peu, qui sont liés au monde de la mort. Ici, nous avons un exemple, le cri désagréable du corbeau avec une allitération en C et en R. Un corbeau devant moi croasse. L'allitération, c'est le se et le re. Enfin, nous terminons avec la confusion des lois naturelles qui sont traduites par des antithèses et des oxymores, ce qui reflète un peu ce monde qui va à l'envers à la fin du XVIe siècle. Haut, bas, chaud, froid, un bœuf gravit sur un clocher, ce qu'un bœuf ne pourra jamais faire, effet de retour en arrière par ce ruisseau qui remonte en sa source, au vers 11, ou bien un aspic qui s'accouple d'une ours. Et ça, ce n'est pas possible parce que c'est un mélange, un accouplement entre deux espèces différentes. Voilà, il y a encore d'autres images que vous pouvez relever vous-même. En tout cas, il y a une confusion généralisée qui se traduit par beaucoup d'antithèses et beaucoup d'hyperboles. Les thèmes baroques sont donc la mort, le malheur, le renversement et les impressions de frissonnement, ce qui nous renvoie à un poème un peu fantastique ou bien une parodie baroque pour conclure cette analyse qui était assez brève. À travers ce texte, le poète nous montre un monde bouleversé et inconstant dans lequel l'être humain n'a plus sa place. Je rappelle le contexte qui était la guerre des religions et Théophile de Viau lui-même a été victime de cette inconstance. Il a d'abord été protestant, puis catholique, athée, et enfin il est devenu libertin et a vécu mal ces événements tragiques. Voilà ce qu'il y a à retenir donc de cette séquence, l'époque qui est le XVIIe, les objectifs, c'est un peu la défense de l'exubérance, de la fantaisie,
de l'imaginaire et de la liberté dans la créativité. Les formes et les genres sont les mêmes que dans le mouvement classique. Nous avons des procédés d'amplification comme les antithèses, les hyperboles, le théâtre dans le théâtre. Et enfin, les auteurs et les œuvres à retenir sont principalement l'illusion comique de Corneille, les œuvres poétiques de Saint-Amand et surtout Agrippa d'Aubigné et le poème dont euh, que nous venons d'analyser. Voilà, merci de votre attention. À très bientôt.